Allez, on était en train de parler du Bénin et de la déclaration de naissance avec cette preuve de paternité désormais exigible avant d'octroyer un acte de naissance aux enfants. Eric Johnson, la question était de savoir si ceci ne met pas plutôt les femmes en difficulté, n'incrimine pas les femmes. Non, je dis non. Je pense plutôt que ça met plutôt la femme en avant, ça protège la femme. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des conflits nés de la naissance des enfants dans les foyers, le plus souvent, la femme se sent un peu coupable parce que c'est elle qui a été fautive par rapport à une situation après avoir été avec quelqu'un, tout de suite reprendre avec quelqu'un d'autre, etc. Et quand elle arrive devant l'état civil pour déclarer un enfant, un autre monsieur, enfin, peut-être le monsieur avec qui elle était avant de partir, vient se présenter pour dire que c'est son enfant. Ça crée souvent des conflits. Ouais. Aujourd'hui, avec cette situation, la femme peut dire, si c'est ton enfant, apporte le certificat de paternité devant l'officier de l'état civil. Et à partir de ce moment, on établira l'acte de naissance à l'enfant. Mais si l'enfant n'est pas encore né, on ne peut pas, par exemple, faire des tests d'ADN et tout ça pour déterminer le réel père de l'enfant. À partir de ce moment, je pense que la femme est plutôt protégée. Germain? Moi, j'ai dit encore une fois que, je suis d'accord que la loi, finalement, c'est peut-être pour donner davantage de pouvoir à la femme. Et c'est là où je parlais tout à l'heure du piège. En donnant le pouvoir à la femme, de dire qui est le père de cet enfant, vous lui donnez le choix. Encore que, il faut que la loi nous dise clairement que la loi compte sur la sincérité de la femme. Or, nous savons que depuis que le monde est monde, dans les relations, dans les couples, il y a toujours le mensonge. Et ça, c'est depuis que comme je l'ai dit, le monde est vieux. Vous savez que le plus vieux commerce du monde, vous savez que c'est le commerce du sexe. C'est le commerce du sexe. Et quand, tout à l'heure, je disais que certaines autorités déclaraient en disant qu'il faut maintenant mettre le sexe dans le contexte et que le sexe, c'est quelque chose de sacré, c'est une réalité, c'est quelque chose de sacré. Mais c'est pas parce que le sexe est sacré qu'on va tout de suite oublier les problèmes sociaux. Et je dis, et je répète, que peut-être qu'ils veulent corriger quelque chose. Mais encore une fois, moi, je dis que cette loi-là va donner beaucoup plus d'idées à beaucoup de jeunes filles. Ça, beaucoup de jeunes filles. Et on va attendre de voir, puisque la loi va rentrer bientôt en application. Peut-être qu'il y aura un temps de moratoire pour voir comment ça va être fait. J'espère tout simplement qu'au Bénin, on n'aura pas retiré la loi, parce que bien malin, celui-là qui dira que demain la loi là, aura vraiment protégé la femme. Parce que les hommes qui finalement sont les pères des enfants devront s'y préparer. Aujourd'hui, vous allez voir que face à la loi, au lieu que les hommes accompagnent les femmes, c'est la méfiance qui va s'installer. Or, dans les relations, pour qu'une relation soit véritablement une relation, il faut la confiance. À partir du moment où nous savons qu'aujourd'hui, vous m'excusez de le dire, moi je dis les choses telles que nous les avons étudiées, telles que nous les avons. Nous savons qu'il y a beaucoup plus d'infidélité aujourd'hui qu'avant. Vous savez, dans nos sociétés, il y a plus d'infidélité. Et l'infidélité aujourd'hui est favorisée par la vulgarisation de la technologie et tout ça. Là. Les gens sont devenus beaucoup plus infidèles. C'est pour cela que certains couples même font le choix de faire, certains responsables hommes font le choix de faire le turc in vitro, parce qu'ils disent qu'au moins avec ça, il est sûr que c'est lui qui est son sperme qu'on a. Voilà, vous voyez autant de choses. Bon, maintenant qu'au Bénin, encore que vous savez, quand la loi va marcher, ça va être chose. Si on amène ça au Togo ici, vous savez, il y a un monsieur qui a fait une étude, je crois qu'il doit être camerounais. Je ne sais pas si vous avez eu la vidéo, il a fait une étude sur l'infidélité et il a dit que en Afrique occidentale, le Togo était, je ne sais pas si le Togo est troisième dans le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tout ça là. Donc l'infidélité aujourd'hui, c'est un peu partout.
Et donc, les femmes vont se servir de ça. C'est ça l'inquiétude. Autrement dit, si à 3 mois, on dit que c'est à 3 mois de la grossesse qu'il faut faire une déclaration de paternité. Là aussi, j'ai cherché à comprendre les raisons qui font pourquoi à 3 mois, alors qu'on sait qu'une grossesse dure 9 mois. Alors, bon, il peut y avoir des exceptions. Peut-être en se disant que lorsque la femme tombe enceinte, elle va dire au monsieur qui n'accepte pas. Après, il y a tout ce processus-là, les deux doivent se mettre d'accord. Et si l'homme accepte finalement, tout cela peut se faire en 3 mois. Hein. Voilà, donc, c'est là où va intervenir le problème d'ADN. Parce que vous savez, un enfant peut rester au foyer pendant même 15-20 ans. Et un jour, les problèmes ressurgissent. En Afrique, on en a vu. Mais parfois aussi, certains parents, certains hommes savent que ce n'est pas mon enfant. Mais ils acceptent. D'abord, chez nous, il y a une loi même qui dit, dans l'ancien code, c'est repris même, vous savez, l'enfant a pour père le mari de la femme. Sa maman. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, parfois dans nos sociétés, les à côté, vous entendez, on dit que ce n'est pas son enfant. Mais le monsieur, il a donné le nom de l'enfant, tout ça, jusqu'à ce qu'il ne grandisse, tout ça. Et même parfois, les gens adoptent. Bah, quelle est la nécessité de cette loi? Est-ce que ça ne va pas créer beaucoup d'apatrides? Je ne crois pas, parce que le législateur permet à la femme, au cas où il n'y a pas de certificat de paternité, de déclarer forcément son enfant. Et l'enfant porte le nom de la femme. Au moins, ça permet d'établir l'acte de naissance à l'enfant. Et donc, tout enfant qui possède un acte de naissance n'est plus apatride. Mais la question que tu avais posée concernant les avortements, je pense que cette loi aussi va diminuer plutôt les grossesses auprès des jeunes filles. Parce que désormais, il faudrait que l'homme avec qui tu es accepte la grossesse qui survient pendant votre relation. Et si, pendant que vous êtes en train de discuter, l'homme te présente déjà, moi je ne suis pas encore prêt pour avoir un enfant, il ne faut pas prendre de grossesse, forcément. Ne te hasarde pas. Oui, ne te hasarde pas à prendre une grossesse. Sinon, autrement, tu vas assumer, parce que je ne vais pas prendre de certificat de paternité. Donc, l'enfant prendra encore là le nom de la femme. Oui, et il y a eu des situations aussi où on a vu, parce qu'on est dans des sociétés, et je pense que j'ai jamais présenté très bien la situation, où vous avez toutes sortes de vices. Vous avez par exemple une femme qui a le chic, qui a le choc, qui a le chèque. Finalement, c'est à qui? Oui, ben c'est à ça que je voulais en venir tout à l'heure pour dire que la situation dans laquelle nous vivons, vous savez, est caractérisée par les difficultés financières aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas au Togo, c'est le monde entier, particulièrement dans les pays du Sud, chez nous. Lorsque vous dites à la femme que, bon, je ne sais pas si on a bien lu la loi, mais c'est à la femme, la déclaration de paternité, c'est à la femme de dire c'est l'homme. Mais est-ce que ce n'est pas à l'homme de déclarer? Oui, vous de toute façon, il faut que l'homme accepte. Accepte, oui, déclarer. Voilà. Maintenant, les difficultés financières qui sont les nôtres aujourd'hui, même dans nos vous voyez, quand vous êtes un homme brillant, en société, on sait que vous n'êtes pas un voleur, vous êtes un homme vertueux. Sur cette base même, vous pouvez avoir une femme. Tes parents peuvent même vous donner là, sur la base du fait que vous êtes vertueux. Mais vous n'avez pas les moyens. Mais aujourd'hui, disons-nous la vérité, vous pouvez être un homme brillant, vous pouvez avoir toutes les valeurs, mais le voleur d'à côté qui vient avec la limousine, tout ça, là, c'est lui que la femme suit. Donc, si vous occultez cette réalité, ça veut dire que vous faites la loi. En fait, vous donnez le pouvoir à la femme. Je sais comme il a dit, le chic, le choc, tout ça. Là. Et l'échec. L'échec, c'est que les femmes d'aujourd'hui, je présente la situation que nos sœurs nous excusent, ont tendance à se protéger. Elles n'ont pas tort. Si c'est le meunier d'à côté qui l'a assenté, mais elle sait que non, à côté, il y a l'instituteur qui, lui, a un salaire régulier. Bon, elle va le coller ça, elle va déclarer que c'est ça. Bon, donc moi, c'est de ça que moi je parle. Bon, est-ce que ça va remettre le sexe dans son contexte comme ceux qui l'ont fait? Ça, c'est pas sûr, parce que même dans les pays où on tente de réglementer l'usage du sexe, ça n'a jamais marché. Mais voilà.
le chic, le chèque, Le choc. le choc et le chèque. Vous savez, c'est là où le bas blesse. Hein. Quand une femme possède tout ça, c'est-à-dire que désormais, c'est elle qui sait à quel moment elle a eu un rapport sexuel. Et c'est à elle de dire à ce monsieur-là, si c'est le chic, si c'est le choc ou c'est le chèque, il lui dit, je suis enceinte de toi. Oui, mais Johnson... Maintenant, il faut que le monsieur accepte pour pouvoir aller faire un certificat de paternité. Donc, à supposer que... Maintenant, voilà, supposer que le dans chic ce cas, c'est là où les femmes trimballent les grossesses. Oui. Quand elle va chez Kofi, Kofi dit non. Moi, je ne crois pas. Elle va chez Kodjo, Kodjo dit non. Parce que tout ce monde-là a eu un rapport sexuel avec elle. C'est là où, aujourd'hui, la femme... Moi, je pense que cette loi va permettre à la femme de mieux réfléchir avant de poser C'est pour ça que je ses parlais actes. tout à l'heure d'incrimination de la femme. C'est-à-dire, finalement, on la met, c'est elle la coupable de tout ça, finalement. Oui, mais on puisque... la met devant ses responsables. Voilà, c'est plutôt une question de responsabilité. On ne l'incrimine pas, mais on lui dit tout simplement, sois responsable devant les actes que tu poses. Oui, Ça malheureusement... dit, bon, fais ce que tu veux, mais ne tombe pas enceinte. Bon, ça aussi, c'est un autre aspect. Voilà. Autrement dit, lorsque la grossesse survient, ben, je suis désolé, mon frère Johnson. Lorsque vous mettez, encore que je ne dis pas que le menu, j'ai fait une présentation pédagogique. Oui, je ne dis pas bien que sûr. un menu peut être plus riche qu'un instituteur. Absolument, ils sont très riches. Ben voilà, voilà. Lorsque vous mettez donc un meunier à côté, un instituteur de l'autre et puis un banquier, si la fille a connu les 3 hommes en cas de grossesse, si vraiment elle a vraiment le pouvoir de... Je voudrais vraiment être d'accord avec M. Eric que la fille là puisse être vraiment, sachant bien que c'est le milieu qui l'a enceinté, du plus profond de son cœur dire que bon, c'est le monsieur, mais c'est toi qui m'as enceinté. Alors il sait bien que le chèque c'est le banquier. Bon, voilà, c'est ça aussi. Bon, si la loi peut vraiment permettre à la fille d'être honnête, à la femme d'être honnête et de ne pas créer des conflits, bon voilà, c'est ça. Bon, je crois comme on le dit, je crois que en cas de conflit, la loi aurait prévu aussi. Ah oui, certainement. Voilà. Certainement. Mais à 3 mois de la grossesse, Après 3 mois. Après 3 après mois. 3 mois de la après, non, c'est grossesse. après, non, après, dans les 3 mois de Oui. la grossesse, c'est pas après 3 mois. Non, c'est-à-dire que... Il faut bien, voilà. Oui, oui. C'est au cours des 3 mois. De 3 mois, voilà. Bon, maintenant, certaines femmes, jeunes filles, je parlais tout à l'heure en vous disant que ceux qui sont en ville, dans les capitales, c'est beaucoup. Mais une fille peut être dans une campagne, tout ça là, elle peut être enceinte sans même se rendre compte qu'elle est enceinte. Vous savez, il y a des cas comme ça. Ouais, ouais. Et peut-être c'est une dame ou quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu es comme ça, tu es en grossesse. Ben, ouais, bon, dans les fermes au moins, parfois il y a l'honnêteté. On dit c'est qui t'a fait, bon, voilà, c'est ce jeune homme, peut-être il a fait le village pour la ville, mais elle va dire que c'est ça. Dans tous les cas, bon, la contrainte qui se fait aujourd'hui, vous savez que la loi c'est une contrainte. La loi est une contrainte. Est-ce que le fait d'aller vers la contrainte, en mettant la loi en application, ne va pas plutôt créer des problèmes que de conscientiser les gens, comme tu le dis, à ce que, désormais, dans les rapports sexuels, on puisse vraiment être plus responsable. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on n'a jamais réussi à conscientiser les gens pour Par rapport à... qu'il faudrait maintenant les On contraindre. verra les Béninois à l'œuvre. Deuxième sujet, le Tchad. L'opposition qui décrète un deuil national et une journée ville morte. L'opposition parle désormais de 11 morts après les manifestations de mardi dernier. Manifestations à l'appel justement de cette opposition contre ce qu'elle qualifie de coup d'État perpétré au Mali, perpétré au Tchad. Le pouvoir, de son côté, reconnaît 6 morts. Cette journée de vendredi a été appelée journée ville morte, mais selon les informations, Germain Sossou, cet appel a été très peu suivi par les Tchadiens. Bon, oui, vous savez que les temps changent, les situations également. Vous savez, en 2016, quand le président Défunt, après l'élection de 2016, il y avait eu aussi une situation de ville morte comme ça, où les Tchadiens avaient véritablement suivi. À l'époque, l'opposition était
très organisé. Il y avait les avant, les pendant et les après. Vous savez, pour que les gens puissent se préparer et sortir, il y a toutes les situations qui vont avec. Mais ici, c'est à la suite d'un décès. Mais avant même de répondre à votre question, vous savez que la situation du Tchad est symptomatique de la situation togolaise. Vous savez que, ça c'est juste un rappel, hein, vous savez que au Togo, en 2005, quand le père mourait, ce sont les généraux qui étaient sortis qui ont décidé que le président actuel prenne le pouvoir. Et à partir de cet acte-là, il y a eu donc comme une traînée de poudre un peu partout en Afrique. Et vous quittez le Tchad, vous voyez le cas du Gabon, même si, puisqu'on en parlera bientôt, même si ce n'est pas, c'est pratiquement la même chose. Ou quand le président gabonais était mort, on a fait les pieds et les mains pour que son fils aussi soit au pouvoir. Et donc au Tchad, pendant 30 ans où Idriss Déby a contrôlé le pays, quoi qu'on en dise, il préparait lui aussi sa succession. Mais pourtant, ces situations que je reprends, qui est connue de tous les Africains, face à ces situations, il y a les textes. Et au Tchad, c'est bien dit que s'il venait un jour où le chef de l'État n'existait pas, mais c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre la suite. Mais donc, on fait fi à ça et on décide de mettre des militaires au devant de la scène. Mais en même temps, les mêmes chefs d'État, quand ils se regroupent, ils se disent, mais ils veulent que l'Afrique puisse progresser. Et je n'ai vu aucun chef d'État en Afrique s'élever contre ça. Mieux, j'ai vu une puissance qui a même oint cette situation. Et donc, face à cette population, quand vous dites que les gens ne sont pas sortis, c'est pour cela que je dis que les situations changent. Vous savez, les jeunes d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont la possibilité de se cultiver, de lire, de regarder ce qui se fait ailleurs. Lorsque vous avez une situation de départ qui n'est pas normale, et que face à cette situation, aucun chef d'État africain ne réagit, des organisations en Afrique qui sont pratiquement ambassadeurs ne réagissent pas, et qu'une puissance à l'extérieur bénisse une telle situation, mais les jeunes comprennent que même s'ils sortaient, c'est peine perdue. Voilà pourquoi les gens ne sont pas... Ce n'est pas que les Tchadiens sont d'accord avec ce qui... Moi-même, en tant que panafricain, africain qui suis ici, je ne suis pas d'accord de cette situation. Je ne suis pas d'accord que les tests existent en Afrique, qu'un chef d'État meurt, qu'il soit mort d'une manière ou d'une autre, et qu'on fasse fi des tests, et qu'on décide de continuer par imposer les volontés. Donc, les gens ne vont pas sortir. Mais vous savez, le Tchad, les chefs d'État au Tchad qui se sont succédés, ça a été toujours fait sur la base de la guerre. Oui, il y a eu toujours des... Et actuellement, c'est une rébellion. Vous savez, il y a une rébellion. À partir du moment où vous avez une population qui sait qu'il y a une rébellion à côté, pourquoi vous voulez qu'elle sorte? Dans les pays comme les nôtres, au Togo... Donc vous pensez que ce n'est pas un échec de l'opposition, mais juste une situation conjoncturelle? Non, vous savez, l'opposition, ou bien la situation au Tchad est double. Il y a au Tchad la rébellion qui existe, il y a la population. Si la population était sortie, peut-être que la rébellion reculait. Aujourd'hui, la population n'est pas sortie. C'est un signal. C'est pour dire non, mais la population amène, ne peut rien faire. Face à un régime, c'est la rébellion de faire les choses. Malheureusement, ce que nous ne sommes pas, nous ne soutenons pas, mais malheureusement, face à l'injustice, vous êtes obligé de fermer les yeux sur ce que vous ne souhaitez pas. Voilà. Est-ce qu'on peut, on peut ne pas lier cet échec de cette journée ville morte à la violente répression qu'il y a eu mardi? Samuel, je pense que la situation au Tchad, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'accepte qu'il y ait encore un décès pour des manifestations publiques, pour des réclamations légitimes des populations. Les populations étaient sorties justement pour dire non à un fait que tout le monde connaît, mais que les gens ne veulent pas tout de suite proclamer. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une vacance de pouvoir liée au décès d'un chef d'État, Idriss Déby Itno. Mais la loi veut que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne
la transition en main et organiser à la fin des élections présidentielles pour rétablir l'ordre qui a été secoué par la disparition du chef de l'État. Malheureusement, on a assisté à l'allégeance de l'armée à un de ses cadres qui se fait être le fils du président défunt. Une situation, quel que soit qui il est, quelle que soit la popularité qu'il avait au sein de la population, il devrait s'attendre à une manifestation contre son arrivée au pouvoir dans des conditions similaires. Je pense que les autorités tchadiennes actuelles n'ont pas vite fait la lecture de la situation en se disant que, oui, nous avons présenté un cadre sécuritaire en disant aux populations que nous sommes là pour sécuriser le pays, nous sommes là pour éviter qu'il y ait encore des bains de sang. Et en même temps, vous qui présentez cela à la population, vous vous mettez à mitrailler cette population-là et en faisant encore des morts. Un mort, c'est déjà trop. Même si vous dites que c'est 6, pendant que la société civile dit que c'est 11, mais c'est qu'il y a eu du sang de Tchadiens versé encore dans cette situation. Alors qu'aujourd'hui, vous faites face à une rébellion et vous devriez normalement avoir le soutien de la population pour faire face à cette rébellion. Parce que si le Tchad, tel qu'on le connaît, même si vous êtes des guerriers n'importe comment, vous devriez avoir un soutien de la population pour faire face à une rébellion. Parce que la rébellion, en cherchant aussi, parce qu'ils ne viennent pas tuer des gens, enfin l'armée pour rien, ils cherchent le pouvoir. Ils veulent s'accaparer du pouvoir par la force. Donc, ils doivent diriger des gens. Mais si la population dit non, nous ne voulons plus de rébellion chez nous, mais vous êtes protégés. Une fois que cette population manifeste une sorte d'idée par rapport à la situation, vous devriez lui permettre quand même de manifester pacifiquement parce que la population n'est pas sortie avec des armes, à ce que je sache. Maintenant, c'est par rapport à cette situation que les gens ont dit qu'il faut une journée ville morte pour montrer à l'opinion nationale comme internationale que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé. Malheureusement, tout comme dans les pays du Sud, comme on le dit, il y a encore des gens qui soutiennent ces situations-là, qui soutiennent ces pouvoirs-là, qui arrivent de cette manière. Ce qu'on a vu aujourd'hui, une ville morte qui n'a pas été suivie, comme le souhaiterait l'opposition, c'est parce que au sein de cette population, il y a un soutien à l'actuel pouvoir de N'Djamena. Ou bien un soutien à l'actuel pouvoir de N'Djamena, ou bien une peur de la situation sécuritaire. Oui, aussi. Je vais chuter par là en disant que je ne pense pas. C'est plutôt quand vous sortez que vous allez affronter les forces de l'ordre et de sécurité qui vont peut-être vous mater. On vous demande juste de rester chez vous pour désapprouver le pouvoir qui est là, mais vous sortez. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, justement. Non, mais de toute façon, oui. J'ai dit tantôt aussi qu'il faut se garder de toute interprétation. Parce que la situation politique de l'Afrique actuelle, vous savez, l'Afrique est beaucoup plus
caractérisée par une jeunesse. Et j'ai dit tantôt que beaucoup de jeunes savent lire. Quand on dit aux gens sortez ou bien restez chez vous, ouais, mais on reste chez nous, d'accord. Mais cette jeunesse est caractérisée par une paupérisation sans précédent. Ouais, et à sûr. partir de cet instant-là où les gens ont eu le pouvoir d'État et ne font que vivre. Quand vous voyez par exemple Itno, Idriss Déby Itno, ben, tout le temps qu'il est resté là-bas, c'est lui et son clan. Eh ben, c'est un peu partout comme ça en Afrique, dans tous nos pays. Où, dans le souci de conserver le pouvoir, on s'entoure d'un clan. Donc là aussi, ce sont ces hommes. Donc lorsque la jeunesse se dit, mais finalement, ce combat n'est pas le nôtre. Vous venez de dire, vous qui venez prendre aussi le pouvoir, c'est comme ça que Itno aussi avait pris le pouvoir. Il a chassé, l'autre on a crié, on a applaudi, mais nous avons eu, qu'est-ce que nous avons eu? Il s'est servi. Donc ceux-là qui sont aussi de la rébellion. Mais le plus grand problème qu'on a, c'est que les politiciens n'ont plus la coûte aujourd'hui. Vous savez, vous venez de dire que avant l'organisation politique, les gens étaient sortis, puisqu'il y a eu une manifestation qui a entraîné... Là, ce n'était pas un ordre que les gens avaient donné, c'était des gens qui spontanément sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, de leur sortie, maintenant, un groupe de personnes, que ce soit des politiques ou des organismes, maintenant, donnent l'ordre. Vous savez, là, il y a ce qu'on appelle une récupération politique. C'est pour ça que je vous dis que les jeunes, ils savent lire maintenant, ils savent très lire. Quand ils comprennent que désormais, ce n'est plus... c'est prémédité, qu'ils ne veulent plus, ils ne font pas, ils vont aller à la recherche de leur pain quotidien. C'est ça. Pour ça, je dis que désormais, c'est des choses qui vont surprendre les gens. Parce que plus les manifestations, les hommes sont organisées et dirigées, on sait que tout à l'heure, on va prendre les gens, on va faire les choses. Ça va être des choses planifiées. Mais ça ne veut pas dire que la population sortant, elle est pour. Attention, ça ne veut pas dire vraiment qu'elle soutient la gente. Parce qu'un être digne de son nom ne peut pas être d'accord. Même au sein de leur groupe, ceux qui gardent le pouvoir, ils savent du plus profond de leur corps que ce n'est pas bien. En gardant le pouvoir, en foulant au pied la conscience, ils savent que ce n'est pas bien. Mais c'est pour des intérêts qu'ils acceptent. Donc, ce n'est pas les pauvres qui vont accepter ça. Ceux qui sortent, ce sont des nécessités. Les jeunes n'ont rien à manger. Donc, ils ne sont pas d'accord. Mais ils n'ont pas la force. Ils savent que quelques-uns d'entre eux sont sortis, on les a matraqués, on a tiré sur eux, ils sont morts. Donc, ils ne sont pas bêtes. Ils vont trouver des stratégies plus ou moins. Dans tous les cas, ils savent qu'en face d'eux, ils ont les menus, mais on les tire dessus. Ils vont les laisser face à la rébellion, puisque la rébellion est armée. En attendant qu'ils trouvent les meilleures solutions. Mais face à ça, quelle leçon l'opposition tchadienne devrait tirer? Ah oui, que justement les populations sont fatiguées des politiques. Parce que désormais, ils n'apportent pas la solution, la vraie solution de la société tchadienne, qui est, comme il le disait, la paupérisation. Les gens font face à leur survie. Aujourd'hui, vous savez, le Tchad est un pays très pauvre, alors que le Tchad, le pays a des ressources. Oui, surtout pétrolières. Oui. Et malheureusement, ces ressources-là ne sont pas distribuées convenablement à la population. Et donc, les politiques, tout le temps, font face à un régime très fort, hein. Il faut le reconnaître, parce que au Tchad, on a toujours eu des régimes très forts. C'est pour ça, à chaque fois, des régimes militaires. Il faut remarquer que c'est pas la force qu'on les dégage. Et donc, les populations se rendent compte que finalement, les politiciens n'ont que la bouche. Les politiciens n'arrivent pas à véritablement s'accaparer du pouvoir par les élections, par les urnes, etc. Maintenant, est-ce que les politiciens se rendent compte finalement de ça? La deuxième chose, c'est que les populations sont en train de donner, comment je peux dire, une alerte aux politiciens. C'est-à-dire que vous nous parlez, nous vous écoutons, nous vous suivons, mais lorsque les gens tombent, vous ne les assistez plus. Il y a surtout ça que les populations sont en train de regarder de près.
Parce que à chaque fois, quand vous regardez partout, dans tous les pays où il y a eu des situations de conflit ou des situations de tuerie fatale, hein, personne ne vient en aide aux familles éplorées. Elles sont laissées pour elles-mêmes, elles subissent, hein, elles font toutes seules les deuils de leurs enfants. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne plaît plus aux populations. On va aller maintenant à la grande pause et nous revenons après le journal.